U vitesse du fluide. Cette vitesse n'est pas forcément constante. Elle peut être fonction de x et de r, ou bien uniquement de r. Bon. Maintenant, pour simplifier un petit peu le problème, quand on a un transfert de chaleur dans un tuyau, on a dit que la température du fluide dépend de TR, dépend de R et de X. Pour simplifier, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de travailler avec T de X et de R, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On considère la température moyenne dans chaque section. Donc au lieu de travailler avec T, qui dépend de X et de Y, on va travailler avec T moyen. Dans ce cas-là, T moyen est une fonction uniquement de X. Donc on va avoir, au lieu de travailler avec T de X et de R, eh bien on va travailler avec T1 de X. Pourquoi il n'y a plus de R? Parce qu'on a pris toutes les températures dans une section. Quand on prend toutes les températures dans une section, donc on a fait la moyenne avec toutes les températures qui sont ici. Donc ça y est, on a T moyen ici. Et quand on se déplace, on a un autre T moyen, parce que le fluide va continuer de chauffer. Donc T1 va dépendre que de X. Donc c'est beaucoup plus facile. Surtout lorsqu'on travaille avec des tuyaux qui sont petits. On n'a pas besoin de T de R, on a besoin juste de la moyenne. D'ailleurs, quand vous ouvrez le robinet d'eau chaude à la maison, qui passe, le tuyau donc passe par le chauffe-eau, donc il le chauffe. Donc quand vous prenez une douche, vous n'avez pas un profil de température sur la tête, vous avez une température moyenne. Bon. Je vais vous donner deux remarques concernant les écoulements dans un tuyau. Donc la première remarque, quand on travaille dans un tube, c'est l'histoire de la température moyenne, sa définition, et la simplification du problème en considérant température moyenne au lieu de considérer T de X et de R. Donc on a uniquement T de X. Donc comme remarque, donc il y a une première remarque. Non, la première remarque, pardon, c'est ce que je viens de faire. La deuxième remarque, donc on néglige le transfert de chaleur par conduction, dans le sens du mouvement, donc dans un fluide en mouvement. J'ai oublié d'écrire au début, dans un fluide en mouvement. Donc lorsqu'on travaille dans un fluide, qui circule dans un tuyau, il y a la conduction dans cette direction. Celle-ci, elle n'est pas négligeable. C'est ce que nous avons écrit tout à l'heure. Moins lambda dt sur dr en R égale grand R. Donc la chaleur se propage dans cette direction, principalement par conduction. Mais dans cette direction, puisque le fluide est plus chaud devant que derrière, donc il y a un gradient de concentration dans la direction X. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un terme de conduction de chaleur dans ce sens. Mais cette conduction est très faible comparée au transport de l'énergie ou au transport de l'enthalpie par le mouvement du fluide. Donc voilà pourquoi on le néglige. Donc un petit paragraphe que je vais appeler
Échange de chaleur dans un tuyau. Échange de chaleur. Échange de chaleur dans un tuyau, parce qu'on va terminer le paragraphe par ceci. On va terminer tout le chapitre pardon, sur la convection. Et on a l'exercice 3 dans la série 3 qui concerne ce problème. Le flux de chaleur récupéré. Donc le flux de chaleur récupéré par un fluide en mouvement. Par un fluide en mouvement. Avec un débit M, avec un débit massif M, donc un débit M point, dans un tuyau, dans un tube, ou dans un tuyau, est donné par deux points. Donc le flux de chaleur récupéré par un fluide, puisqu'il y a un fluide qui rentre dans un tuyau et qui sort au bout du tuyau. Donc le flux de chaleur qu'il a récupéré, phi, il est égal au débit de ce fluide, multiplié par le CP du fluide, que multiplie la température moyenne à la sortie, moins la température moyenne à l'entrée du tuyau. Donc on mettait M, parfois on oublie le M, on met TE et TS, c'est-à-dire température d'entrée et de sortie. Donc M, on sait ce que c'est le débit massif du fluide. TME, c'est température moyenne du fluide à l'entrée. Et TMS, c'est la température moyenne du fluide à la sortie. Donc voilà la chaleur qui a été récupérée par le fluide. Et elle a été transmise par quoi? Elle a été transmise par convection de la paroi au fluide. Bon, maintenant si on considère une tranche, si on considère une tranche de fluide d'épaisseur dx, donc au lieu de considérer le fluide entre l'entrée et la sortie, on va considérer une tranche de fluide d'épaisseur dx, c'est-à-dire qu'elle est comprise, elle est située, bien comprise entre l'abscisse x et l'abscisse x plus dx. Le flux de chaleur récupéré est de points. Donc, j'ai mon tuyau donc je prends des x à l'extérieur, x, longueur L du tuyau, et je prends deux sections proches l'une de l'autre. Celle qui se trouve entre x, la section en x et la section en x plus dx.
Donc cette tranche de fluide, eh bien, elle va recevoir un flux de chaleur qui n'est pas phi, mais qui est égal à dφ. Voilà. Un flux de chaleur entre la paroi et le fluide que je vais appeler dφ. Donc, à travers la surface, donc la surface du tube à l'intérieur, en contact avec cette tranche de fluide, c'est la surface latérale du tuyau que je vais appeler ds. S étant la surface de tout le tuyau. Donc si je suis en X, la température, ça va être T1. Je suis ici, température T1. Ou bien T1 de X. Je suis ici, c'est T1 plus DT1. Vous allez me dire pourquoi T1 et T1 plus DT1. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Bon. Donc le flux de chaleur récupéré de points, il faut répondre à la question. Donc ce sera dφ. Donc ici, donc ce sera mCp delta T entre l'entrée et la sortie. Eh bien ici, ce sera la même chose. mCp au lieu de delta T, c'est dt. Quand on utilise un différentiel ici, vous devez avoir un différentiel à droite. Donc mCp dt1. dt1 c'est quoi? C'est comme ici, c'est la température de sortie moins la température d'entrée, c'est-à-dire T1 plus dt1 moins T1. Vous allez me dire, pourquoi ça? Parce qu'en principe, c'est mCp T1 de x plus dx moins T1 de x. C'est ça la différence entre la sortie et l'entrée. Eh bien, tout simplement parce que T1 de x plus dx, nous l'avons déjà appris au tout début, chapitre 2, f de x plus dx moins dx, c'est f' de x dx. f', c'est dt1 sur dx. Puisque T1 ne dépend que de x, donc j'utilise une dérivée droite, fois dx. Donc f' de x et f' de x dx. En simplifiant les dx, quand ils sont droits, quand ils sont grands, non. Quand ils sont grands, on peut simplifier, tout simplement, donc ça nous donne dt1, c'est ce que nous avons écrit ici. Nous allons continuer ici, la suite. Donc ce flux de chaleur reçu par le fluide est égal à mCp dt1 que je vais appeler, que je vais utiliser donc à la densité de flux de convection que multiplie la surface ds. Parce qu'un flux de chaleur, n'oubliez pas, c'est une densité de flux fois la surface. Donc ce phi qui est transmis par convection, QP, c'est la densité de flux de chaleur de convection que nous avons définie tout à l'heure avec H, etc. Et donc, ds, ça vous donne ceci. Eh bien, QP, c'est H que multiplie ce que nous avons écrit tout à l'heure, T1 moins TP que multiplie ds. Et le ds, surface latérale d'un cylindre, c'est périmètre du cercle fois dx, c'est-à-dire pi fois le diamètre fois dx. Donc vous aurez un défi qui est égal d'un côté mCp dt1 qui est égal à h que multiplie T1 moins TP que multiplie P fois dx. Donc si h est constant, qu'est-ce que vous aurez? Donc on peut dire que dt1, si on veut chercher le profil de température en fonction de x, égale hp sur mCp dx. Et vous intégrez, selon que h est constant ou pas, si h est constant, c'est l'énergie extérieure, si h
n'est pas constant, il restera à l'intérieur de l'intégrale. Vous intégrez de 0 à L, et pour T1, T1 entrée, T1 sortie. Parfois, QP est constant. Si QP est constant, c'est-à-dire la densité de fluide est constante. Je n'ai pas besoin de H, je n'ai pas besoin de TP. Donc à ce moment-là, vous aurez dφ égale MCP dt1, ça ne change pas, égale QP TS, c'est-à-dire QP fois P fois dx. Et là, si vous voulez intégrer, eh bien vous intégrez le dx, vous intégrez le dt1. Donc ça veut dire que vous avez un profil de température axiale linéaire. Vous aurez une droite. Là, vous aurez logarithme, etc., donc exponentielle. Donc ça, la température augmente exponentiellement, et là, elle augmente linéaire. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur le transfert de chaleur à l'intérieur d'un tuyau. Donc vous aurez le cas où température à la paroi constante, vous aurez le cas où densité de flux de chaleur à la paroi constante. N'oubliez pas que cette densité de flux de chaleur, même si elle est constante, elle est égale à H, P, à HT1 moins TP. C'est toujours égal à H que multiplie T1 moins TP. Toujours, même si elle est constante. Si elle est constante, on vous donne sa valeur, on n'a pas besoin de chercher tout ça. Mais si on vous demande par exemple de trouver la température à la paroi, eh bien vous remplacez QP par H T1 moins TP. Donc nous avons terminé avec ce chapitre de la convection. Quoique, normalement, il reste une partie qu'on devrait faire, c'est la convection naturelle. Je vais essayer de mettre un petit paragraphe sur la convection naturelle et de le placer sur la plateforme e-learning de l'université. Voilà, donc on va maintenant revenir à l'exercice 4 du chapitre 3, c'est-à-dire transfert de chaleur en régime transitoire. C'est le problème de la bille froide qu'on va tremper de l'eau chaude, dans l'eau chaude. Exercice 4, série 2. Donc n'oubliez pas, régime transitoire ou instationnaire. Donc rapidement, une bille métallique sphérique de température initiale T0 est placée à l'instant initial dans un fluide de température constante et infinie. La conductivité thermique de la bille elle est donnée, sa capacité caloriférique, donc Cp, elle est donnée, sa masse volumique rho, elle est donnée, et on vous donne le coefficient de transfert de chaleur par convection. Donc je vais faire un petit dessin très rapide. Donc, dans une bassine qui contient de l'eau, pardon, pas de l'eau, un fluide qu'on peut chauffer jusqu'à 200 degrés. Donc vous avez ce fluide qui se trouve donc à une température T infinie constante, et bien on va plonger une bille sphérique pour la chauffer. Donc cette bille sphérique se trouve à une température initiale T0 égale 25 degrés. Donc le diamètre de la bille, on a oublié de donner le diamètre de la bille. Pardon. Si le diamètre de la bille est égal à 2 mm, peut-on négliger la résistance thermique de conduction? Première question. Deuxième question, calculer le temps nécessaire pour que la température de la bille atteigne la valeur de 0,9 T infini, c'est-à-dire 90% de T infini. Donc cette bille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recevoir de la chaleur. Donc sa température qu'on va appeler T va augmenter, bien entendu.
chaleur par convection, on vous a donné la valeur de H à l'intérieur, qui est constante. Normalement, quand une bille reçoit de la chaleur, elle prend la chaleur du fluide, donc le fluide normalement il refroidit. Mais si on prend une grande quantité d'eau, comparée à la petite taille ou la petite masse de la bille, donc la température du fluide ne change pas, donc on peut se permettre de prendre T infini constant. Donc, les valeurs, vous avez température initiale de la bille, 25 degrés Celsius, et T infini qui est constant, qui est égal à 200 degrés. Bon, comment se passe le transfert de chaleur? D'abord, c'est la convection à la surface. Mais entre la surface et l'intérieur de la bille, normalement, il y a une conduction. Donc, s'il y a une conduction, ça veut dire qu'il y a une grande température à l'intérieur de la bille, entre la surface et le centre. Donc, c'est plus chaud à la surface qu'à l'intérieur. Mais on nous demande, est-ce qu'on peut négliger cette conduction, oui ou non? Et on a pris en cours que pour savoir si on néglige ou non la conduction, eh bien, on calcule le nombre de biotes. Donc, on va chercher le nombre de biotes. Pour la première question. Donc, le nombre de biotes, lui, il est égal à H, que multiplie certain nombre de caractéristiques divisé par lambda. Lambda, c'est la conductivité thermique du solide ici. À ne pas confondre avec le nombre de Nusselt, où vous avez le lambda du fluide. LC, c'est une longueur caractéristique. Et on a vu encore que lorsque le système est une sphère, eh bien la longueur caractéristique, c'est le rayon